Merci Président, merci pour le deux pains marc à Vitré et merci pour le miel qui adoucit la voix. Mais surtout, merci très sincèrement pour vos mots à l'égard de Pierre Breteau, dont chacun a su apprécier les très nombreux hommages, et particulièrement chez lui à Saint-Grégoire. Je ne sais pas pour vous, chers collègues, mais j'ai cru halluciner quand j'ai entendu le président de la République oser invectiver des entrepreneurs, c'était le 21 novembre dernier, au sujet de la remontée du chômage. Le fameux « réveillez-vous », comme s'ils en étaient les premiers responsables. Hashtag « on marche sur la tête ». J'avais également dû me pincer en apprenant que le locataire de l'Élysée, devant des maires ayant accepté son invitation à l'occasion de leur congrès, constatait que la France traversait une crise d'autorité et une crise d'efficacité, comme s'il ignorait qui préside le pays depuis plus de 6 ans. Crise économique, crise de l'autorité, crise de l'efficacité, mais la faute à qui? Et les conséquences pour qui? Pour les Français, et donc pour les Bretonnes et les Bretons. Or, si nous sommes ici, chers collègues, c'est pour les servir, n'est-ce pas? Et créer un environnement favorable à l'amélioration de leur vie quotidienne dans la mesure de nos compétences et de nos moyens. Alors permettez-moi de profiter de cette session au cours de laquelle nous allons examiner les orientations budgétaires de votre majorité pour soumettre à votre réflexion collective nos 7 résolutions, une par jour de la semaine. Inquiétez-vous du contexte économique et social. La Bretagne aussi voit son taux de chômage remonter. Les agriculteurs, les pêcheurs, les industriels, les commerçants, les artisans alertent sur leur situation. Des agriculteurs, encore aujourd'hui, manifestent pour réclamer les 60 millions qui leur reviennent. Les défaillances d'entreprises augmentent. Un secteur illustre parfaitement cette tendance plus qu'inquiétante, celui du bâtiment. Baisse du nombre de permis de construire de près de 30%, des mises en chantier de près de 10%, baisse des carnets de commandes, rien que pour le gros œuvre, 13% en un an. Y compris en Bretagne, il faut s'attendre à un plan social d'ampleur. Le plein emploi s'éloigne et nous ne sommes pas vraiment convaincus que l'usine à gaz imaginée par le gouvernement dans le cadre de France Compétences soit de nature à améliorer la situation. En l'espèce, il faut partir des bassins d'emploi, associer les entreprises à la définition de leurs besoins et adapter les réponses, notamment en matière de formation professionnelle. Des territoires ont prouvé l'efficacité de la méthode, il suffit juste de la généraliser. Indignez-vous du sort réservé par le gouvernement à la politique du logement en général et du logement social en particulier. Baisse des APL, instauration de la réduction du loyer de solidarité, fin de l'APL accession, suppression de la taxe d'habitation, compensation très partielle des exonérations de taxes sur le foncier battu, désengagement du fonds d'aide à la pierre. Et comme si cela ne suffisait pas, suppression du dispositif Pinel à fin 2024 et recentrage du prêt à taux zéro sur le collectif et en zone tendue. Rien n'est fait pour sortir de la crise. Au contraire, en Bretagne, nous le constatons tous les jours. Alors nous allons examiner un bordereau qui prétend mettre en place une action publique concertée. Il fait le diagnostic et contient des pistes intéressantes. Mais j'insiste, sans un contexte national, législatif, réglementaire et financier favorable, tout breton que nous sommes, et sans potion magique, nous n'obtiendrons pas les résultats escomptés. Alors réveillez-vous sur les effets du ZAN, car c'est un peu comme si le ciel nous était tombé sur la tête, pour rester dans l'imaginaire d'Astérix et Obélix. Oui à une trajectoire de sobriété foncière, mais non à une injonction, un virus, venu d'en haut, tous les territoires, sous la même toise, quelle que soit l'offre et la demande en matière de développement économique, d'habitat, d'équipement et de services à la population. Ce ZAN me fait penser aux erreurs coûteuses pour le pays, commises par le passé, comme la mise en place des 35 heures,
Lionel Jospin était Premier ministre de cohabitation, avec les conséquences que l'on sait sur le rapport au travail et sur la dégradation de nos finances publiques. Aucun pays européen ne nous avait copiés. Je pourrais également citer le renoncement au nucléaire sous la présidence de François Hollande, dont on mesure aujourd'hui l'impact délétère sur notre souveraineté énergétique. Avec le ZAN, clairement, la Bretagne se tire une balle dans le pied et la contestation monte enfin. Et puis ouvrez les yeux sur la situation des 1200 communes et 4 départements, pour le moment, et les 60 intercommunalités de Bretagne, dont les finances sont mises à mal par les décisions gouvernementales ou le contexte qu'ils créent par son manque de discernement. Pour rappel, les collectivités, c'est 70% de l'investissement public. Or, leurs capacités d'autofinancement font à mesure que leurs dépenses augmentent sans bénéficier de recettes supplémentaires. La suppression de la taxe d'habitation est encore un exemple de péché originel d'un Emmanuel Macron démagogique et soupçonneux des exécutifs locaux. Compte tenu des investissements à réaliser, inutile de vous dire que le programme Bien vivre en Bretagne n'est pas à la hauteur des besoins. Vous me direz qu'il a le mérite d'exister, certes, et nous le reconnaissons. Mais il mériterait d'être complété. Nous insistons, par exemple, d'un soutien de la région à l'investissement dans les travaux d'eau et d'assainissement qui sont colossaux. Investir, c'est là notre 5e résolution. Dévoilez-vous. Vous ne cessez d'évoquer les transitions, mais vous évitez soigneusement de nous dire combien cela va coûter et combien vous allez y investir. Sur les prétendus 7 milliards du projet de loi de finances 2024 dévolus à la planification écologique, combien pour la Bretagne? Et pour quel projet? Nous évoquerons au cours de cette session le schéma immobilier tertiaire et un bordereau sur les lycées. Chacun sait que les travaux de performance énergétique absolument nécessaires engendrent des surcoûts, la rénovation s'avérant plus chère que le neuf. Alors comment la région va-t-elle faire face? D'autant qu'elle s'est donné des obligations en matière de travaux de sécurisation de ces établissements à la suite des attentats commis dans ce qui pourtant devrait être sanctuarisé. Sauf à modifier le programme prévisionnel d'investissement de la région, le compte n'y sera pas et vos objectifs de réduction de gaz à effet de serre ne seront pas atteints. Dans un tout autre domaine, et parce que la région porte la compétence d'aménagement du territoire, souciez-vous de l'organisation de l'offre de santé et de sa répartition sur tout le territoire. Vous avez émis un avis négatif sur la 4e génération du PRS, le programme régional de santé. Mais que proposez-vous pour lutter contre les déserts médicaux, remédier à la fermeture de services hospitaliers, favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie? Allez-vous encourager la signature de contrats locaux de santé ou la création des communautés professionnelles territoires de santé qui font leurs preuves dans nos territoires? C'est précisément pour répondre collectivement à ces questions que nous vous proposons d'inviter Madame la directrice de l'ARS dans cette enceinte. C'est l'objet de notre vœu qui, je l'espère, sera adopté. N'aviez-vous pas proposé, Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, une coprésidence de l'ARS par la région et par l'État? Ce serait l'occasion d'un échange que nous souhaitons éclairant pour tous et constructif. L'État, la région, ce devrait être votre 7e résolution. Impliquez-vous résolument dans le débat qui s'ouvre sur la décentralisation et qui devrait atterrir au printemps 2024. Dans le rapport remis à la Première ministre à l'occasion du Forum économique breton, d'ailleurs, vous a-t-elle répondu, Monsieur le Président? Il est question de la nécessité d'une relance politique déterminée de la décentralisation. Sans tenue des promesses passées, nous ne pourrons y croire. Si les intentions du président de la République sont sincères, qu'il commence par exemple par faire respecter par son ministre de l'Éducation l'engagement pris sur l'enseignement des langues de Bretagne. À l'instar de l'Alsace ou du Pays basque, qu'il confère à notre région les moyens de leur rayonnement. Sans évolution des relations financières entre l'État et les collectivités, dont les régions, toute proposition de décentralisation ne sera que littérature. Si plus de décentralisation se traduit par un transfert aux collectivités des dépenses que l'État est désormais incapable d'assumer,
c'est non. Si la décentralisation se fonde sur un principe de subsidiarité, s'accompagne d'une véritable déconcentration et s'assortit de nouvelles règles financières et fiscales offrant une véritable autonomie au territoire, alors là, oui, nous pouvons commencer à discuter. Et quand je dis nous, et j'en terminerai par là, c'est à vous que je m'adresse, Président, si Paul Molac vous permet de m'écouter. Merci. Vous présidez l'exécutif régional. Il est pour nous de votre devoir de vous impliquer personnellement sur des débats hautement stratégiques. Si nous espérons que nos pêcheurs bretons bénéficieront de votre accession à la présidence de la Conférence des régions périphériques maritimes, félicitations, nous ne voudrions pas que ce soit prétexte à vous éloigner des affaires courantes de la région Bretagne. Nous avons en effet remarqué que sur des sujets assurément politiques, vous refusiez souvent, un peu trop souvent, la première ligne. Pas les interviews, mais l'action concrète, celle qui pose des actes pour arriver à ses fins. Ainsi en est-il du débat sur l'autonomie, celui sur la réunification de la Bretagne, celui sur l'avenir de l'élevage en Bretagne, ou celui sur les conflits d'usage à venir s'agissant de la façade maritime. La délégation de ces sujets à vos vice-présidents, quelle que soit par ailleurs la qualité de ces vice-présidents, vous évite de vous prononcer sur vos réelles convictions en la matière et donc sur un volontarisme qui serait assumé. À l'heure des grands défis auxquels notre région est confrontée, le « en même temps » ou le double discours dont il a été question tout à l'heure n'a définitivement pas leur place. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence quand je parle du « en même temps ». Chers collègues, à l'aube de la trêve de Noël, je vous laisse méditer cette citation récente du secrétaire général de l'ONU que vous avez certainement attendu pour ceux qui ont suivi les travaux de la COP28, une énième COP. On est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Trugarès de votre attention, Nedeleg Lawen et Neuzveus Lemeius. Je vous remercie.